Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Léo Becker pour son deuxième tome des Tribulations de Louison Cresson, donc participation au financement sur Ulule, dont la fin est imminente puisque ça s'arrête dimanche 15, donc j'ai intérêt de me dépêcher moi pour mettre cette vidéo en ligne, sinon vous ne pourrez pas l'entendre. Bonjour Léo, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien aussi, à part les petits soucis techniques, mais bon, on essaye de faire avec. Alors, est-ce que pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais nous dire qui tu es, d'où tu viens, comment, voilà, hein, ce que tu veux, il n'y a pas besoin non plus d'en faire trop, mais comme tu le sens. Disons que je suis né en Amérique du Sud il y a beaucoup de temps, il y a 76 ans pratiquement. Et Tu les fais j'ai pas. grandi, euh, j'ai grandi dans une banlieue de Buenos Aires. Et ensuite, j'ai eu mon bac et j'ai commencé à travailler dans plusieurs endroits, mais notamment à la fin dans un organisme de recherche argentin. Mhm. Et j'ai habité en Patagonie. Après, suite à ça, j'étais marié et je voulais faire de l'océanographie. Et on a demandé une bourse pour venir en France. La France nous a envoyé à Marseille. Donc, on est arrivé à Marseille et pendant ce temps, il y a eu un coup d'État en Argentine. Et c'est les juntes militaires qui a pris les pouvoirs et ils ne m'aimaient pas beaucoup, même si moi j'étais un inconnu, c'est sûr. Et c'était réciproque. Donc, ils ont voulu que je revienne et j'ai pas voulu. Ma femme craignait que si on revenait, voilà. Donc, on a décidé d'aller ailleurs et on pouvait pas aller ailleurs parce qu'on n'en trouvait pas. Or, il se trouve que ma femme est d'origine italienne et elle pouvait rester en France tant qu'elle voulait, quoi. Mhm. Et ce fait, on a pu travailler en France. Et moi, j'ai commencé à travailler. Ma femme a fait des ménages, par exemple. Et moi, j'ai commencé à travailler en peignant des maisons, en retapant des murs. Enfin, je travaillais la nuit dans un supermarché à Montvin aussi. Et mais ça me plaisait pas trop. Alors, j'ai envoyé des textes à des revues d'enfants, pour enfants, genre Okapi, Mhm. pour vendre mes histoires. Je voulais écrire des histoires pour enfants. Et ils m'ont acheté une histoire à un chiffre faramineux, enfin, pour l'époque, pour moi. Et donc, j'étais vachement content. T'imagines de sortir de la misère et on échappait à la junte militaire et on publiait dans une revue française, on me payait pour ça. Le problème, c'est qu'ils m'ont payé, mais ils n'ont pas publié. Ah, Ils ont dommage. changé de vie. Parce qu'apparemment, mon récit était teinté par mes expériences politico-vitales. Mhm. Et ça ne convenait pas vraiment. Ça leur plaisait, mais ils disaient que pour les enfants d'ici, c'était pas ça, qu'il fallait les publier en Argentine. Ouais, bon, Ouais. d'accord. C'était pas du tout ce qu'il fallait faire en Argentine à ce moment-là. Bon, du coup, ça m'a encouragé quand même. Et j'ai connu en même temps un cousin, enfin, le mari d'une cousine, qui était aussi parti d'Argentine en Italie. Et lui, il était auteur de bande dessinée en Argentine. Il travaillait avec José Muñoz, Mhm. avec Hugo Pratt, Euh, avec Oesterheld, avec Alberto Breccia, l'Uruguayen d'Argentine aussi comme moi. Et il travaillait avec ces gens-là dans une revue qui s'appelait Hora Cero, qu'il avait fondée, mais il a dû partir aussi à cause de la junte militaire. Et notamment parce qu'il avait fait un documentaire sur un assassinat de masse qu'il avait commis les militaires peu de temps. Et donc, il s'est trouvé en Italie avec José Muñoz à essayer de vivre de la bande dessinée. Et il réussissait, plus ou moins. Il m'a convaincu, moi, que je devais faire pareil, parce que j'ai trouvé que je dessinais bien. Donc, j'ai dit, ben, je suis rien des bandes dessinées, c'est pas grave, tu viens chez moi, je t'apprends, après tu viens en France et tu publies en France. Bon. Alors, je suis allé chez lui,
J'ai passé un jour, il m'a expliqué à peu près comment faire pour mettre en page. Et j'ai créé une ou deux histoires et je suis allé essayer de les vendre à Paris. Et ça a marché quelque part parce qu'il y a chez Ludo, c'est chez Vaillant, Hmm. en fait. Vous vous souvenez Oui, oui, oui. de Vaillant? Piste, notamment. Et ils m'ont dit, écoute, ça c'est bien fait, mais c'est pas pour nous. Par contre, si tu veux, je vais te proposer du boulot. Tu fais un scénario de quelqu'un d'autre, dans une nouvelle revue qui va sortir. Donc j'ai dit, ah oui. Et j'ai travaillé un an pour eux, en faisant le dessin de quelqu'un d'autre, des aventures de Jim, ça s'appelle. Mais la revue a fait faillite. Du coup, j'ai testé aussi quand même au bout. Mais bon, ça m'avait encouragé. Pendant ce temps, j'aurais contacté les gens de Okapi qui m'avaient acheté le compte, qu'ils n'avaient pas publié. Et je leur proposé une bande dessinée. Une bande dessinée qui s'appelait Les coquillages de cristal, qui leur a beaucoup plu. Ils m'ont dit, d'accord, on va te l'acheter, mais est-ce que tu pourrais nous dépanner avant de faire une autre bande dessinée pour quelqu'un d'autre qui nous a laissé tomber? Je vois ce qu'il a dit. Oui. En attendant, Voilà. je comble l'absence pour montrer les tableaux qu'il y a derrière, vous les verrez, on en reparlera. Donc, Le Fada sur la colline. Hein, c'est passé un épisode dans notre capi. d'accord. Et ma bande dessinée que j'avais proposée s'appelle Les coquillages de cristal, qui est passé aussi dans Okapi. Ça, c'est ma première histoire en tant qu'auteur, scénariste, qui est ma véritable vocation. C'est ça pour moi. Je dessine parce que j'ai trouvé personne pour dessiner mes scénarios. Mais en fait, j'aime raconter des histoires. Et ça se passe en Patagonie, à l'époque où je vivais là-bas. Mhm. Et voilà. Donc ça, c'est le début. Ensuite, j'ai fait l'histoire de Charles de Foucault, l'histoire de l'abbé Pierre pour Astrapi. Mhm. Et après, j'ai présenté chez Baya Press, pardon, chez Dupuis, chez Edena et chez Milan, une histoire qui s'appelait Louison Cresson. Et j'ai eu 3 réponses positives. Et j'ai choisi d'aller travailler chez Dupuis parce que pour moi, Dupuis, c'était La grande maison. Peyo de Johann et Pierre-Louis. Pour moi, c'était génial ça. Ouais, moi aussi. Donc, voilà. Et c'est là qu'on arrive justement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est Voilà. Louison Cresson. Mais avant d'aller, parce que je vois tes tableaux derrière et je voudrais me permettre de montrer aux spectateurs, là je vais passer en affichage un peu plus petit. Avant de continuer et parler vraiment sur le sujet du jour, à savoir Louison Cresson, je voudrais juste qu'on puisse montrer tes œuvres, tes peintures, dont certaines sont derrière toi d'ailleurs. Et là j'affiche la belle maison un peu en ruine, mais magnifique. Tu as fait ça comment? C'est à la peinture que tu fais ça? C'est à l'huile, oui, c'est des huiles, hein. Bah on dirait une photo. C'est- Ah c'est magnifique. Et dans celle que je vais montrer, il y a une autre avec le pont là, Voilà. que j'avais vu aussi chez toi là. C'est Les juste... ponts de Tourtel, Ah ouais, c'est magnifique. Après, il y a une petite fille là, Anne, je crois. c'est Euh, ma fille. Bah, ce dessin est juste tout simplement magnifique également. Et je ne pouvais Et pas ne pas finir sur un autre dessin qui est juste derrière toi, là, parce que le orange c'est ma couleur préférée, où on voit une fille au premier plan avec cette belle maison orange, là, voilà, c'est celle-là. donc, Et donc ça, c'est aussi ton plaisir de faire des tableaux sur commande ou tu le fais juste pour toi? c'est pour moi. D'accord, C'est- bah c'est magnifique. Donc je voulais vraiment montrer ça aux spectateurs parce que ça aurait été dommage de passer à côté. Euh, et là, maintenant, je voudrais enchaîner sur, comment dire, avant de parler donc du tome 2 que dont j'affiche la couverture, là, le secret du mystère, et mystère M-I-S-T-E-R, il y a un petit jeu de mots. Avant de reparler de ça, je voudrais juste que, comment dire, qu'on reparle de cette première page parce que tu as eu l'honneur de m'envoyer l'original de
la page 1 du tome 1. Et je voudrais juste qu'on revienne sur la construction de cette histoire de Louison Cresson. Comment t'es venue cette idée? Mais figure-toi que dans mes promenades, enfin, on va dire, non, dans ma tête, souvent, et j'ai réfléchi. Ça paraît difficile à croire, mais en fait, des fois, quand je pense, j'ai des images comme ça qui me viennent. Et une image que j'avais au début des années 80, qui me revenait souvent, c'était un petit garçon sur une valise qui attendait dans une gare plus ou moins déserte, alors que dehors il faisait très chaud, comme si c'était l'Ouest américain, un truc comme ça. Et je me dis, une histoire, une image comme ça, j'aimerais pouvoir la raconter parce que ça, c'est forcément une histoire intéressante. Et un jour, j'étais invité à un festival de bande dessinée des Montclus, où il n'y avait que moi comme auteur et intervenant et comme public aussi. Il n'y avait personne qui est venu. Et bon, on m'a payé le voyage, on m'a fait visiter, c'était un endroit magnifique dans la gare, où il y a un village à flanc des collines avec des maisons qui sont, on aurait dit que c'est des troglodytes, sortaient de la terre comme ça. C'est un truc, des contes de fées, quoi. Pour moi, un Sud-Américain, ça n'existait pas pratiquement. Donc, j'étais là, comme, comme on dit, Stendhal, avec l'ivresse de l'histoire qui me frappait, quoi. Et, euh, et on m'a raconté qu'avant, il y avait un chemin de fer qui passait par là, que c'était fini, tout était abandonné, la gare et tout. Et là, je me dis, des gares abandonnées, pourquoi pas un petit garçon qui attend avec une valise. Et l'endroit s'appelait Montclus. Et donc, pour moi, en espagnol, U se prononce différemment, comme tu sais. Nous, on le prononce OU. Ouh, ouais. Donc, pour moi, si je lisais les mots Montclus, en espagnol, j'aurais prononcé Monclus. Bah oui. Et donc, Monclus, Monclou, pourquoi clou? Pourquoi pas les clous du Christ, disons. S'il y avait eu un village qui avait été en contact avec les clous du Christ, ça aurait pu s'appeler la montagne du clou. Bah oui. Monclou. Alors que là, Monclus, ça veut dire montagne fermée. Ça veut dire que c'est une forteresse, où les gens peuvent se réfugier s'il y a les pirates qui attaquent. Et donc, pourquoi un clou? J'explique. J'invente pourquoi. Si tu veux, tout ça, moi, ça me dit comment pourrait-on expliquer ceci? Toujours pareil dans ma tête. Je me dis, une situation cocasse, ça serait que une abbaye avec des vignobles soit bon marché pour acheter. Les jeunes sortis de l'école d'agronomie puissent l'acheter. Et qu'est-ce qui peut se passer pour que ce soit le cas? C'était l'époque de l'exode rural. C'est pas comme maintenant, il n'y avait pas encore les touristes. Donc, à l'exode rural, j'ai des copains qui ont acheté des villages. Ils sont à la retraite maintenant. Et ils ont acheté un village entier. Et des maisons et tout. Donc, je me dis qu'il aurait pu acheter une abbaye aussi, ce mec. Et surtout, l'abbaye a la réputation d'être maudite, d'être hantée par des fantômes. Et que tout le monde a peur parce qu'il y en a une nuit, on entend hurler des fantômes dans cette abbaye. À la limite, le véritable propriétaire par héritage de cette abbaye, il voudrait s'en défaire parce qu'il l'accuse d'être à l'origine de son malheur économique, ses malheurs économiques. Avec ces fantômes. Voilà, ça c'est un peu ce qui se passe dans ma tête quand j'invente des histoires. Ouais, mais c'est vraiment très sympa parce que ça apporte justement une touche un petit peu de magie, de fantastique. Il y a autre chose, c'est que nous, Américains du Sud, nous avons affaire pour la France. C'est bien connu. Et est alimenté par, quand j'étais petit, mes parents étaient aussi assez francophiles. Et ils ingurgitaient tout ce qui venait de France, d'un point de vue culturel, avec beaucoup de fruition. Et moi, j'ai grandi, si tu veux, en regardant du Tati au cinéma et en lisant un peu le Pagnol, n'est-ce pas?
Et après, arrivé en France, on s'est gavé avec des trucs des années 50 et tout ça. Et notamment aussi avec les sketchs des grands comiques comme Fernand Reynaud, et Hein, comme ça, quoi. oui. Et on voyait beaucoup de talents, là. Et cette histoire de un pays comme un film de Tati, si tout est pauvre, mais les gens sont heureux. Et c'est des voisins qui habitent plus ou moins dans le même quartier, qui se rendent service, s'achètent une bouteille de vin pour le boire à deux, etc., etc. Et ça nous avait fasciné, quoi. Et moi, ça me fascine toujours. Je trouve que la France doit avoir été meilleure. Euh, on Et va... l'italien, je connais, mais Oui. Alors là, je te propose qu'on passe sur le tome 2, dont j'affiche actuellement la page 1, mais l'original que tu m'as envoyé. Et ensuite, je vais montrer les 3 premières pages qui sont également visibles sur la campagne. Et donc là, je voudrais que tu m'expliques, même si on le reverra avec une autre page, comment tu structures ta façon de faire d'un point de vue technique ou autre. Parce que là, donc on voit qu'il y a des cases qui sont encore vierges, des cases qui sont déjà remplies avec les circuits électriques là. Cette première page est bien mystérieuse avec cet homme qui est dans les galeries, etc. Sans trop en voilà. dévoiler, vas-y, comment tu peux parler de comment tu as ton approche pour la conception de ta page. Alors, si tu veux être un scénariste, une des méthodes d'écriture, de création, est de lire les actualités scientifiques, techniques. Par exemple, s'abonner à une revue technique, Science et Vie, je ne sais pas. Mhm. Et c'est conseillé par les plus grands, y compris par Charlie Chaplin, je sais pas. Charlie Chaplin, Charlot, conseillait aussi d'avoir un petit calepin avec un crayon et le garde toujours dans la poche. Comme ça, une fois dans la rue ou partout où tu es, tu regardes la télévision, je sais pas, tu écoutes la radio, si tu as un truc qui te donne une idée, tu les notes, quoi. Et j'ai comme ça, je pourrais te montrer des cahiers, ils sont pleins de notes comme ça. Et au moment où j'ai présenté Louison 2, la suite du volume 1 a été refusée par Dupuis. Et ils m'ont dit, pars sur autre chose, ça ne marche pas. Il s'agissait plus ou moins du départ de M. Ono, notre ami japonais savant, Mhm. vers l'endroit qu'il avait embauché pour venir en France, c'est-à-dire vers Pont-à-Mousson. Mhm. Bon, ta mousson. Donc, ce qui est arrivé là-bas, lorsqu'il y avait une espèce de mai 68 en France, mais avant l'heure, quoi, en 58, disons, Mhm. et que toute son usine se mettait en grève. Et le problème qu'il avait, lui, hein. Et ensuite, le problème qu'il y avait à l'abbaye, quand les fantômes se mettaient en grève aussi. Donc, ça s'appelait jour de grève, mais ça n'a pas été aimé par Dupuis. Donc, il a fallu que je présente toute chose. Donc, j'ai pioché j'ai plongé dans mes notes, et je me suis dit, il y a l'histoire de ce monsieur, un monsieur aux États-Unis qui s'appelait Seymour Cray, C-R-A-Y. Et ce mec était à une tête, un génie, et il confectionnait les ordinateurs les plus puissants du monde. Ah oui, le Dans les Cray. années. Oui, ouais. Cray, c'était les ordinateurs les plus puissants du monde dans les années 50 jusqu'à les années 70 ou plus. Maintenant, je ne sais pas s'il continue pas à l'être. N'empêche que, avant le développement des transistors, les machines, les calculatrices traînaient. Moi, j'avais fait des études pour pouvoir programmer avec des machines sans transistors, si tu veux. Et j'étais considéré un petit génie parce que j'arrivais à le faire. Et en fait, tout ça tombait en panne tous les 5 minutes, comme ça se voit dans la. Voilà. Donc, ces mecs-là, ils faisaient fortune en vendant ces super machines, en particulier en les vendant à l'État américain. Mhm. Et pour le FBI, des trucs comme ça. Et je trouve que FBI, je dis en français, ouais. Et je trouve qu'il avait acheté une maison il s'appelle
Chippewa Falls, au nord des États-Unis, près de la frontière avec le Canada. Je ne sais pas en quel état, c'est marqué dans mon livre. Et là, il avait sa maison ultramoderne et il avait comme manie pour se détendre de creuser des tunnels. Il y a quelqu'un qui aime aller à la mer, lui, il aime creuser des tunnels comme si c'était un hobby. Un mineur. Et donc, il faisait ça, et après, quand il arrivait au bout du tunnel, il s'est trouvé qu'il faisait un trou. Il mettait un périscope et observait la forêt, les animaux qu'il y avait, etc. C'était son passe-temps. Voilà. Donc, j'ai profité de ça pour présenter ce monsieur qui, en fait, j'imagine, j'ai changé son nom pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. J'imagine qu'il rêve de continuer l'œuvre de son peintre favori qui est Vincent Van Gogh. Et bien entendu, comme il est richissime, il peut avoir plein de tableaux de lui. Et avec l'arrivée récente du transistor, les premiers lui sont envoyés pour ses copains du laboratoire Massachusetts of Technology, le prix Nobel qui s'appelait, ouais, je vous dirai ça bientôt. Il envoie les échantillons de transistors et avec ça, il va pouvoir construire un nouvel ordinateur pour refaire les tableaux, enfin pas pour refaire, mais faire un nouveau tableau de Vincent Van Gogh. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Il va alimenter la machine de tous les tableaux de Vincent Van Gogh qu'il a. La machine va être un trait commun de tous ces tableaux-là. Il va extrapoler à partir de là à l'autre. Ouais, bah, tu me diras, c'est ce qu'ils font maintenant. Hein. Ils essayent avec Google ou autre de pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, d'essayer de faire des tableaux. Donc, tu étais un précurseur, n'est-ce pas, dans ton scénario. Là, en même temps, je vais afficher les 3 premières pages qui sont visibles sur ta campagne Ulule. Comme ça donnera un petit avant-goût justement de qui est ce fameux personnage. Et comme ça, en mettant ça sur grand écran, les gens pourront contempler ces 3 pages et qui permettent justement de connaître un peu le scénario sans trop en savoir quand même. Si tu me permets, je vais dire aux gens, nous avons besoin qu'ils participent à cette campagne. Pourquoi? Parce que la première campagne s'est bien démarrée. Et celle-là encore n'a pas atteint le niveau de la première. Donc on est un peu déçus. Et on sait qu'il y a une crise et tout. Et ça nous encouragerait beaucoup à continuer si jamais cette campagne est dépassée. Enfin, cette campagne dépasse la première, pardon. Oui. Et en plus, il faut leur dire que quand ils participent, leur nom sera imprimé avec cette BD dans tous les exemplaires. Et donc, faire partie de cette BD quelque part. Bah tout à fait, tout à fait. J'y reviendrai un peu plus loin. Et là, j'affiche justement ton. Ah oui, bah là c'est le magnifique t-shirt et la casquette, n'est-ce pas, que tu avais créé et composé pour la première campagne du tome 1, n'est-ce pas? Les process seront différents. Ils sont en fabrication encore, mais ils seront différents. Il y aura les créations qui seront comme ça, avec un joli logo. Et là, j'affiche la page 3, comme on l'a vu en version finalisée. Là, j'affiche ton crayonné. Et je vais également afficher juste la partie couleur. Donc, ça veut dire que la partie couleur, c'est quelque chose que tu fais à part dans un deuxième temps? Figure-toi que je fais ça, il y a... La couleur, c'est mon épouse qui l'a faite. Hein. Ça fait 30 ans, quoi. J'ai fait ça en 88. Je pense. En 88, j'ai fait ça. Et à l'époque, on imprimait avec des méthodes offset, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il fallait tirer 4 films à partir des dessins qu'on faisait. On faisait un dessin. On envoyait cet original chez l'imprimeur, enfin chez l'éditeur. L'éditeur disait, ouais, ok, on pourra le faire. Et il m'envoyait une espèce de diapositive. Tu te souviens de diapositive? Oui. En noir et blanc.
et un tirage de cette diapositive à l'identique sur un papier plus cartonné en bleu, avec tous les noirs qui étaient peints en bleu. Et on superposait tout ça, l'un sur l'autre. Le film que tu vois dans ta photo, sur la page bleue, et on pouvait peindre la page qui était en bleu avec des gouaches, en mettant par-dessus une facette le film, ça donnait le même effet qu'on a devant une page BD. On appelait ça faire les bleus, parce que les tirages en bleu portaient la couleur. D'accord. Maintenant, grâce à l'informatique, tout ça a changé. Et j'ai toujours ces originaux-là, mais je ne m'en sers pas de la même façon. Maintenant, il suffit de scanner. Oui. Le noir d'un côté et la couleur de l'autre. Et voilà. Et là, par exemple, les 2 dernières pages que j'ajoute à chaque histoire en réalité, j'ajoute 2 nouvelles pages qui ont une espèce de coda, hein, comme on dit en musique, de l'histoire. Je l'ai fait directement avec ma tablette graphique, sur ma tablette graphique, en informatique. Oui. Oui, je l'ai vu. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu fais un petit rappel à l'édition d'origine qui date des années 85, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 80. Là, pour le deuxième épisode, ça va être 89. Non, mais pour le tome 1, c'était pas 85? 86, oui. 86, ouais, d'accord. Attends, non, c'est ça. 86, 87. 86, j'ai contacté Spio 86 ou 87, je me souviens plus. Je crois que ça va être 87. Et 87-88, j'ai fait les premiers épisodes. D'accord. Et justement, par rapport à cette première édition, est-ce que tu as revu des détails ou elle est imprimée telle qu'à l'origine ou est-ce que tu as revu certaines choses? Disons que j'ai. Il a fallu rescanner tout, quoi, les originaux. Hein. Donc, quand tu rescannes, tu es obligé de les corriger un petit peu. Oui. Parce que les couleurs ont vieilli, si tu veux. Le wash, c'est les couleurs, etc. Ça a été bien protégé pendant longtemps, mais il y a une déperdition des couleurs, etc. D'accord. Donc, tu es obligé de tout. Quand tu scannes, tu es obligé de corriger. Hein. Donc, ce qui veut dire que les personnes qui achètent le tome 1 puis ce tome 2 en cours de campagne, ils auront une version un petit peu différente de celle de l'origine. Donc, c'est pas incompatible d'avoir les deux versions. Oui. Ensuite, il y a 2 pages de plus, comme je te disais. Oui. Et ensuite, il y a un truc, c'est que depuis, il sortait ses albums sur un papier chiffon. Hein. C'est presque du papier journal, si tu veux. C'est très fin et ça a beaucoup de bouboire. C'est un bouboire, quoi. On dit bouboire. Un buvard, ouais. Bouboire, pardon. Je suis étranger à l'origine. Et moi, ça part sur du papier couché, brillant. De bonne qualité. Ça n'a rien à voir. On peut mettre des trucs argentés sur la couverture. Ouais, c'est magnifique ça. Ouais. Et donc, la qualité, ça se voit tout de suite. C'est beaucoup plus joli comme objet, quoi. Hein. Bah, tout à fait. Une belle BD digne de ce nom, n'est-ce pas? Alors, je voudrais revenir sur un objet qui fait partie de la campagne et moi, que j'ai adoré tout de suite. C'est le fameux puzzle de Louison. Qui est magnifique comme tout. Donc là, j'affiche un premier dessin qui est une version de Louison sur sa chaise avec un fond vert. C'est lui qui a peint ça. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et après, notre portail. Voilà, j'affiche ensuite l'image qui est la version finale qui figure sur ce puzzle. Voilà. Mais là, c'est pas Louison qui l'a faite, mais l'ordinateur. Voilà, mais voilà, je l'affiche là en grand. Moi, j'ai pris cette option-là parce que je le trouve magnifique. C'est un puzzle qu'on aurait presque envie de coller, tu vois, et puis d'afficher après, tellement c'est beau. C'est te dire, hein.
Et là, justement, pour la petite amuserie, j'affiche le petit dessin que tu m'as montré, où on voit un tableau de Louison qui est posé sur une chaise, un style légèrement enfantin, qui est joli comme tout. Ça, c'est la page de titre de Voilà, l'album. la page de garde, d'accord, oui. La page de titre, ça s'appelle. Ah, la page du titre. Bah, j'apprends des choses en plus, hein. Voilà, ça c'est la page de garde. Ouais. Ça, c'est Ah, la page de garde. oui, avec le magnifique train. Euh, et là, dans les images que tu m'as envoyées, je voulais te parler de ça parce que ça m'intriguait. J'affiche actuellement 4 visages, mais qui ont une forme 3D. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus de ça? T'as l'intention de faire un dessin animé de Louison Cresson ou c'était quoi l'objectif? Disons que quand j'ai arrêté Louison Cresson, enfin, quand depuis arrêté Louison Cresson, j'ai essayé de trouver du boulot comme dessinateur ailleurs et ça n'a pas marché vraiment. Les gens ne voulaient pas répondre à Louison parce que si Dupuis avait échoué, c'était pas la peine. Et d'autres propositions que j'ai faites n'ont pas récolté un succès très très ferme et on voulait me payer moins que ce que j'ai gagné chez Dupuis. Et là, c'est pas que Dupuis me payait mal, mais moi je dessine pas très fortement, très rapidement. Mhm. Donc j'avais fait un gros effort financier pour me financer moi-même la fabrication de l'uson en pensant qu'un jour j'aurais fait fortune avec ça. Ça n'a pas marché, donc il a fallu que je me trouve un boulot. Ouais. Bah, en tout cas, c'est vraiment Bon, là, génial. merci. Euh, j'ai euh, euh, j'ai commencé à faire de l'illustration beaucoup. Euh, et j'ai fait des cours à l'université d'Aubagne. J'habitais à Marseille, Aubagne c'est à côté. Mhm. C'est l'université d'Aix-en-Provence pour apprendre à faire de la 3D. Voilà. Et j'ai fait mes cours-là, j'étais reçu le premier. Et j'ai un diplôme, en fait, j'ai un diplôme d'écriture cinématographique, quoi, audiovisuelle, en fait. Mhm. Et, et à part ça, pour avoir le diplôme, on a fait un court-métrage avec les autres élèves de ma promo. On était 5. Et sur un scénario de moi, sur un dessin de moi. Et après, quand j'ai fini ça, j'ai trouvé du boulot dans une boîte qui faisait un dessin animé long métrage en 3D du manège en chantier. Ah, oui, exact. Ouais. Et moi, je m'ennuie un peu, je voulais dire pourquoi pas faire un court métrage avec Louison Cresson. Donc chez moi, j'ai commencé à modeler en 3D Louison Cresson. Et ça, c'est le résultat de cet effort-là. Mais ça n'a jamais abouti. Il fallait beaucoup plus de temps pour le faire. Il aurait fallu qu'on me finance ça, quoi. Oui. Et depuis, j'ai laissé tomber parce que faire ça, ça me prend 6 mois. Et en 6 mois, je peux prendre un scénario et demi ou deux et commencer à faire une BD, quoi. J'ai pas le temps de... Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie pour ce petit cadeau qu'on fait à nos spectateurs qui découvrent justement une autre facette de Louison. Et ça, je trouve ça très très sympathique. Et là, j'affiche juste un petit dessin. C'est, je sais plus comment il s'appelle ce moine, mais le petit dessin que tu m'as envoyé où c'est marqué votre nom ici, page 2, c'est vraiment pour dire aux gens, cette BD est dédicacée, donc n'hésitez pas, un enfant ou un adulte qui reçoit ou pour lui-même et qui reçoit un cadeau avec une dédicace, ça change tout par rapport à une BD normale. Et c'est vraiment une petite touche de l'auteur qui est vraiment un véritable souvenir. Moi, je garde toutes les miennes précieusement. Et voilà, je voulais marquer le coup avec ce petit dessin que tu m'as envoyé. Et voilà, quoi, c'est vraiment quelque chose de vraiment très sympa. Le Père Avé, c'est celui qui a le pouvoir de faire le même magique. Voilà. Bah, faudrait qu'il fasse un petit tour magique pour passer ton pourcentage un peu plus haut parce que là j'affiche euh, l'extrait de la campagne Ulule que j'ai pris hier soir et là ça se termine le 15 mai à 20 h donc c'est dimanche prochain donc il reste plus que 5 jours et 4 maintenant parce que oui c'était hier et ben depuis hier là on voit un petit bonhomme bah c'est moi qui ai contribué je suis le dernier contributeur et ben je voudrais voir que ma photo soit effacée par quelqu'un d'autre et que ce pourcentage continue et parce que
j'imagine que tu as pour ambition, mon cher Léo, de sortir les autres tomes jusqu'au tome 5, parce qu'il y a eu 5 tomes existants de Louison Cresson, et je vois qu'il y a un 6e, 3 petits points sur le 4e de couverture. T'as donc une idée, comment dire, une idée d'un 6e tome en tête? Oh, même le 7e. Ah, ah bah alors, du coup, oui. Aujourd'hui, on ne sera pas le 7e, mais le 007. Ah d'accord, donc là, placé sous le signe de James Bond. Donc, Mais bon, avant, il y a pas le 6e. oui, donc j'encourage tous les spectateurs à participer à cette campagne. Euh, on retrouve quand même, c'est un climat des années 50, c'est bien ça, Léo? Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment électrisant, comme cette magnifique couverture, avec ces teintes vertes, etc. Et j'espère que voilà, que tous les spectateurs pourront aller, ne serait-ce que voir la campagne. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vais donc me dépêcher pour la publier au plus vite. Le temps m'est compté. Euh, Mon cher Léo, je n'ai pas d'autres questions pour le moment, mais on aura l'occasion de se revoir pour le tome 3. Et puis, on n'a que 20 Oui, kilo, on a que 20 kilo, ouais, on n'a que 20 kilomètres qui nous séparent, donc on faudra qu'on se boive un petit verre, n'est-ce pas? Puisque tu es de la côté de la Bretagne maintenant, bien loin de ton Argentine et Paraguay natal. Ah, attention, le Léo arrive. Ah ouais, c'est une cuvée spéciale ça. ça a plus de 30 ans. Ça. Excellente. D'accord. Ben, je te dis à très bientôt, mon cher Léo. Et bon courage pour la campagne. Et puis j'espère qu'on se reverra ben, déjà en présentiel. Et puis ensuite pour le tome 3, 4, 5, 6, 7 et les autres. Et moi, je souhaite à toi et à tous tes spectateurs un bon tamousson. Bon d'amousson. Bon Merci bien. Allez, à la prochaine, Léo. Ciao.